Il y a vraiment une grande part d'enfance dans le cerveau, de rêves, de trains, de dessins animés, de quelque chose qui n'est pas adulte et que j'aime beaucoup. Dans la nuit du 8 août 1963, le train postal reliant Glasgow à Londres est attaqué. Sans armes et sans violence, les voleurs font main basse sur l'équivalent de 50 millions d'euros. C'est le casse du siècle. Un casse qui inspirera plusieurs cinéastes, à commencer par Gérard Houry. Pour écrire son scénario, Gérard Houry s'est inspiré du fabuleux personnage qui organisa le hold-up du train postal Londres-Glasgow. A-t-il vraiment été arrêté? Gérard Houry n'en est pas sûr. Et partant du principe qu'il est toujours en liberté, il a imaginé de nouveaux exploits pour cet aventurier célèbre, si bien qu'après avoir vu le cerveau, Scotland Yard pourrait reprendre son enquête à zéro. L'idée de départ de Gérard Houry est de confronter deux apprentis voleurs bien français à l'organisation typiquement britannique du cerveau. Après Bourvil et De Funès, vedettes du Cornio et de la Grande Vadrouille, Houry imagine un nouveau duo. J'ai créé un tandem avec Bourvil, avec lequel évidemment il avait déjà tourné le Cornio et la Grande Vadrouille, et puis ce personnage de petit aventurier qui était du coup plus du tout pour De Funès. C'était vraiment lié à une idée formidable pour Jean-Paul. Je crois en plus qu'ils se sont merveilleusement bien entendus, puisque plus tard ils ont fait l'As des As ensemble, et qu'ils sont restés très amis et qu'ils continuent à l'être. Gérard Houry, mais qui est le cerveau dans ce film finalement? Mais c'est moi, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Moi, je ne l'ai pas écrit tout seul d'ailleurs, j'ai deux collaborateurs, Marcel Julien et Daniel Thompson, mais enfin, je crois que ce sont nous les cerveaux. On s'est mis au travail avec Marcel Julien, après qu'il nous ait parlé de cette idée de départ, qui était l'idée d'un grand coup mélangé avec un petit coup, de méthodes de travail très différentes entre des gens qui ont des moyens considérables et des informations gigantesques, et puis deux petits mecs avec des mentalités l'un et l'autre un peu différents, l'un qui est toujours en train d'entraîner l'autre, etc. Écrit bien sûr sur mesure pour Jean-Paul Belmondo et Bourvil. La volonté affichée des trois auteurs est d'innover dans tous les domaines. Il y avait déjà eu des dizaines, peut-être des centaines de films sur des hold-up, sur des coups. Et dans tous les films, la scène où on explique comment ça va se passer, où il y a la bande de gens qui vont le faire, alors toi tu vas faire ci, toi tu vas creuser, toi tu vas percer, etc. etc. C'est vrai que c'est une corvée pour les scénaristes et après pour les spectateurs, parce qu'à chaque fois, on sait que ça ne va pas se passer comme c'est prévu. Tout a été inventé, les voix off, comment faire, comment dire, le montrer avant, le montrer après. Bon. Et donc c'est vrai que cette idée du dessin animé, c'était particulièrement amusant à l'époque. C'était aussi lié au fait qu'on pouvait le faire, que c'était techniquement possible, que le budget allait le permettre, parce que ce sont des idées qui sont chères. Et le cerveau est plein d'idées chères. Dès le scénario entre les mains, le producteur Alain Poiret de chez Gaumont estime tenir un sujet d'ampleur internationale, à condition de confier le rôle du cerveau à une star de l'humour britannique. Qu'est-ce que vous pensez de l'humour français? De quoi? De l'humour français, dans le cinéma. L'amour? L'humour. Oh, excusez-moi. C'est formidable, j'adore les comédiens français. La notoriété de David Niven oblige les scénaristes à étoffer le rôle du colonel Matthews. On nous demande de retravailler, non pas pour des raisons d'invention, mais pour des raisons de présence à l'écran qu'exigeait le correspondant anglais, de présence de David Niven qui devait être, je ne sais pas si c'était pas 50% de la présence de chacun des deux autres, pour qu'il fasse respecter sa notoriété internationale. Donc il faut travailler à faire des scènes pour que le personnage soit là. On essaye de le faire avec conscience, on dit « Oh chouette, on va pouvoir faire... » Mais c'est pas si commode que ça. Afin de renforcer le côté international du projet, la Paramount entre en jeu. Charlie Bluhdorn, donc président de la Paramount, qui est venu à Paris, que nous avons rencontré, avec lequel nous sommes devenus amis, qui est rentré dans l'aventure avec la Gaumont,
pour faire un film qui serait un film de langue anglaise dans les pays anglo-saxons, ce qui a été le cas, ce qui était aussi très nouveau. La Paramount a plusieurs exigences. Qu'une version du film soit tournée en langue anglaise et que le truand italien soit joué par une vedette américaine. Et là-dessus, il faut retravailler pour un nombre de scènes qui sont obligatoires. Donc on a travaillé à refaire notre devoir, 2 fois. Et je pense que c'est une faute. Dès qu'on a des tas de personnages, c'est vrai qu'au niveau du scénario, on est toujours préoccupé par le fait qu'il ne faut pas en oublier un, que si un personnage est largué, ce sera aussi largué par les acteurs, c'est-à-dire qu'au moment où ils lisent le scénario, ils disent « oui, mais c'est l'autre qui a le meilleur rôle ». Moi, ça ne m'intéresse pas. Et quand on veut s'attaquer effectivement à des vedettes internationales telles que celles qu'on a eues, il faut qu'ils aient tous, en effet, des parts du gâteau. Avec ses 4 stars, ses décors, ses accessoires et ses innombrables péripéties, Le Cerveau devient un film cher, très cher. Jamais un film français n'a alors coûté aussi cher. Pour Gaumont, qui présente aujourd'hui ce film plein d'intrigues, c'est en tout cas l'entreprise la plus vaste et la plus importante du cinéma français. J'ai été absolument halluciné, moi. Pour moi, ce sont des souvenirs assez intéressants, même, j'allais dire, à la fois de ce qu'il faut faire. Quand je parle de Gérard Houry, le metteur en scène, qui est vraiment un très grand metteur en scène, un très grand scénariste, un très grand metteur en scène qui m'a énormément appris, notamment par son exigence, et en même temps, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire un gâchis de pognon absolument dément. On m'a posé la question en me demandant si après le Cornio et après la Grande Vadrouille, ma vie avait changé. Eh bien, ma vie professionnelle a en effet changé parce que si j'ai pu, je crois, avoir ce budget et ne pas avoir d'entrave à l'écriture du sujet, imaginer des choses, par exemple, comme cette statue de la liberté arrivant à New York, c'est ça le luxe, disons, et les possibilités que m'ont apporté le succès des autres films. C'est de pouvoir faire le film que je voulais. Je crois que c'est ce que j'ai fait, mais j'ai évidemment aujourd'hui le sentiment de cette responsabilité écrasante, parce qu'évidemment c'est beaucoup d'argent et que malheureusement le cinéma c'est l'argent des autres. Tout à coup, on lui donnait les moyens, bon, c'est très très enivrant pour un metteur en scène de savoir qu'il peut faire pratiquement ce qu'il veut. De savoir que tout à coup, voilà, il peut envisager en effet des effets spéciaux qui à l'époque étaient évidemment beaucoup moins perfectionnés qu'aujourd'hui et beaucoup plus difficiles d'ailleurs. Dans les premiers mois de 1968, démarre la production du gigantesque chantier. Première étape, repérer les lieux de tournage. Moi, j'ai beaucoup repéré les lieux et c'est là où d'ailleurs il m'épatait beaucoup parce qu'il y a une qualité des films d'Houry. C'est la beauté de l'image et la beauté des paysages. Vraiment, c'est des films très très beaux. Je veux dire que la Rome qu'on peut voir dans le Cornio, les paysages de la Bourgogne, de la Grande Vadrouille, là il y a aussi des très très beaux paysages. Tout ça, c'est une exigence esthétique qui est extrêmement rare dans les comédies. Mon père a toujours été extrêmement très passionné, pointilleux sur l'esthétique de ces films, sur le fait qu'il voulait que l'image soit belle, qu'il voulait les meilleurs chefs opérateurs pour que la photo soit belle, qu'on montre des paysages magnifiques. Donc c'est une préoccupation qui est toujours dans ces films et qui faisait, justement, ça a été aussi refait depuis, mais à l'époque, pour une comédie, c'était très nouveau. Il disait, ah ouais, ce paysage est beau, mais celui-là est beau. Alors, il disait, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la moitié de la scène ici, puis l'autre moitié là-bas. Et alors, c'est dispendieux parce que ça fait faire 2 tournages, mais évidemment, ça fait des images extraordinaires parce que d'un côté, vous avez un paysage sublime sur la plaine de Septeuil, magnifique, et puis de l'autre côté, vous avez un paysage magnifique de Normandie, et dans l'imagerie finale du montage, ça fait un paysage qui n'existe pas, et j'ai beaucoup apprécié ça m'a terriblement impressionné. Soudain, un événement indépendant de la volonté des auteurs bouleverse ce bel échafaudage. Mai 1968. Tout à coup, il est évident, en plus avec les trains, vous imaginez, les trains, enfin tout, les routes, tout Paris et évidemment toute la France, dans un état en plus d'incertitude, ce qui pour le départ d'un film est pire que tout. Donc se dire on va être obligé d'arrêter en cours de route, on ne pourra pas continuer, il va y avoir des grèves, il va y avoir des blocages sur les routes.
Enfin, c'était absolument impossible. Donc, en effet, tout à coup, il y a eu une période de flottement où le film a failli ne plus se faire. La préparation avait été arrêtée suite aux événements de mai 68, puisque de toute façon, tout le cinéma était en effervescence. Et donc, en plus de ça, c'était un projet qui, disons, n'entrait pas dans le cadre des aspirations de 68 quand même. Il y avait eu toute une assemblée générale avec des techniciens qui étaient venus. Ça s'était pas mal étripé, en fait. Et c'était tendu, c'était assez tendu comme ambiance. Le premier tour de manivelle est finalement repoussé de 5 semaines, ce qui provoque une cascade de complications qui n'allège en rien le tournage. Je pense que ça a été un tournage très dur. Je crois qu'il y a eu des difficultés, mais qui sont les difficultés de tous les tournages et qui sont évidemment multipliées par le fait qu'on est dans un film avec beaucoup de figurations, avec une grosse mise en scène. Le comique, incontestablement, enfin ça ressemble à mon avis aux deux aiguilles de cette montre, n'est-ce pas, dont nous ne voyons pas les rouages à l'intérieur, mais qui sont multiples. La mise au point, n'est-ce pas, c'est très curieux parce que la mise au point d'un effet comique ou d'un gag, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Sans ça, il n'est pas efficace. C'était quelqu'un qui était précis, très précis. Il n'avait pas une grande connaissance technique. C'est pourquoi, d'ailleurs, tous les plans étaient préparés minutieusement avant le tournage. Tout était prédécoupé. Il avait un espèce de gros cahier comme ça. C'était la Bible, quoi. Il appelait ça comme ça. Et il se référait à cette Bible pour voir les plans prévus avec le cadreur de la journée. Et c'était vraiment la référence sur laquelle il retournait systématiquement. Mais en dehors de ça, c'était quelqu'un qui était, je trouve, très courtois et très calme. Et très agréable à travailler et il avait le souci quand même de la perfection. Il faut dire qu'il y avait un très bon chef opérateur, Titi Tirard, qui est l'homme qui éclairait le plus de l'histoire du cinéma. J'ai jamais vu éclairer autant. C'est-à-dire que d'abord les gens fondaient quand ils rentraient sur le tournage. Il y avait des arcs. Il y avait même un jour, le jour le plus stupéfiant, il y a une séquence dans une voiture, avec une voiture travelling, et c'est une voiture accrochée, Belmondo fait semblant de conduire, tout ça est tracté, n'est-ce pas, et vous avez des projecteurs autour de la caméra. Bon. Donc il y avait tellement de projecteurs que quand Belmondo rentrait dans la voiture, il fondait, il fallait le faire sortir, on faisait une prise et on le remaquillait. Il était en eau. On a beaucoup travaillé sur l'histoire du train et oui, ça a été des semaines de passage de train. C'était extraordinaire parce que bon, je veux dire, c'est le temps de remettre le train en position A pour le faire arriver en position B. Il se passait quand même 3 quarts d'heure sur lequel on n'avait absolument rien à faire. Alors il adorait ça, il a toujours adoré ça et ces difficultés qui pourraient tout à coup lasser certains, lui c'était son plaisir, c'était d'arriver à les surmonter, d'arriver à construire ces gags dans la réalité. C'est le côté très enfantin, je pense, des metteurs en scène de grands films comiques, c'est d'aimer recréer ces choses impossibles. À un moment donné, Gérard s'était énervé, il fait « Allez, qu'est-ce qu'elle fait, la panthère? Ramenez-la » Alors, l'interview dit « Tenez, monsieur Horry, allez la chercher vous-même. » Parce qu'elle était sous un meuble, on avait disparu sous un meuble, c'était sous un meuble, et on voyait juste une commode, et puis il y avait sa patte qui sortait de la commode comme ça, et qui faisait simplement... un petit animal un peu énervé, hein. Suzanne, regarde le film. J'étais aussi là, d'ailleurs, ce jour-là, au studio, où il y avait l'énorme baie vitrée avec l'aquarium qui se déversait, bien entendu, une seule prise, 3, 4, 5, 6 caméras, je me souviens plus très bien, ce jour-là, parce qu'on ne pouvait pas le faire 2 fois, bien entendu, le décor de Jean-André envahi par les flots. Tout ça était des choses, tout était très difficile. Est-ce vous le cerveau, Boril?
Non, non, c'est pas moi qui ai le cerveau. Je n'ai pas une tête assez grosse pour être le cerveau. Bourvil est l'homme, d'abord en dehors d'être un génie comme acteur, et probablement l'acteur que, humainement, comme homme, c'était un amour. C'était un type extraordinairement gentil, il était marrant, très simple, et c'était vrai. On ne peut pas faire plus sympathique que cet homme. Le 16 novembre 1968, Bourvil est victime d'un léger accident. C'est en réalité le premier symptôme d'une maladie qui lui sera fatale. Il y a eu une alerte le jour du tournage où ils attrapent un train en route. Donc ils doivent courir, et c'est évidemment encore une fois une scène très difficile à tourner. Et Bourvil devait grimper en route, ce qu'il a fait, et il avait mal au dos, il a eu mal au dos. Et donc mon père s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, mais enfin en même temps c'était finalement tout à fait normal et ça pouvait arriver à n'importe qui de se balancer une sciatique ou un tour de rein pour un tournage pareil, surtout que comme d'habitude, bien entendu, il y a plusieurs prises et qu'il a fallu le faire. Et que, encore une fois, tout ça n'est pas truqué. Il grimpait vraiment sur ce train en route. Et puis, Bourvil était quelqu'un d'extrêmement sportif, de très balèze. Et vraiment, je pense qu'à l'époque, enfin, j'en suis pratiquement sûr, il ignorait encore la gravité de la maladie. Ça a été cette première alerte. Jamais une seconde on aurait pu imaginer qu'il allait tomber si gravement malade et partir si vite. Taxi, vous êtes libre? Un jour, vraiment, il m'a bouleversé. Donc moi, j'étais assistant, mais un jour, le chauffeur de Bourvil a eu un problème de famille. Je crois qu'il devait aller à un enterrement ou quelque chose. Donc, il ne pouvait pas venir. Et on m'a dit, est-ce que demain, tu peux t'occuper et ramener... J'avais, moi, une déesse de la production, donc on m'a dit, est-ce que tu peux ramener Bourvil chez lui? Alors, j'ai dit, aucun problème. Mais comme ce n'était pas ma fonction habituelle, je l'ai totalement oublié. Je vous ai dit que j'étais bordélique, mais je suis franchement... Donc, je suis parti, à la fin du tournage, j'ai tracé vers Paris, et tout à coup, sur l'autoroute, je fais... Je me dis, merde, j'ai oublié Bourvil. Bon, alors, bon, en plus, ça, c'est long, parce qu'il faut retrouver, vous allez prendre marche arrière, vous ne pouvez pas faire tête à queue. Hein. Bon, donc, je suis retourné sur le tournage, il n'y avait plus personne sur le tournage. Il y avait 2 machinistes en train de rentrer des projecteurs. Bon, il y avait quelques paysans, parce qu'on tournait dans la campagne, qui étaient là, et qui observaient la scène. Et j'arrive et je dis, mais vous n'avez pas vu M. Bourvil? Il me dit, si, on a vu M. Bourvil, il est tout seul. Alors je dis, ah bon, mais... Et alors, ben, je sais pas, il était tout seul, il avait un peu perplexe. Donc finalement, ben, il est reparti avec le quart des figurants. Donc c'est un énorme car qu'on met tous les figurants à Paris et qu'on dépose généralement aux portes de Saint-Cloud. Il y a un café qui s'appelle les 3 Obus et on dépose les figurants, on les prend le matin, on les ramène là. Je repars en voiture, je trace comme un maniaque, je vois le car sur l'autoroute, je fais des appels de phare, des machins, je passe la main et quand je vois un endroit où on peut se garer, un aire de repos, je fais comme ça et le car part vers l'aire de repos, moi aussi je descends, je monte dans le car, il y avait Bourvil en train de chanter des chansons débiles, là, le petit crayon, les conneries qu'il chantait, qui étaient merveilleuses en tout. Hein, et ben on est, c'est crayon. Bon. Et donc, il était là, au milieu de tous les gens. Et je dis, André, je suis désolé, je vous ai oublié complètement, et je ne sais pas quoi faire, mais la voiture est en bas, je vous emmène. Et il m'a dit, non, attendez-moi aux 2 obus. Alors, je dis très bien, donc je redescends, il recommence à chanter ses chansons. Il adorait chanter en plus, je crois que rien ne l'amusait plus que ça. Bon. Et je suis le car, moi, derrière, et quand j'arrive, il monte dans ma voiture, porte de Saint-Cloud. Et il m'a dit, merci beaucoup Jean-Marie, mais je ne pouvais pas abandonner, ça aurait fait trop prétentieux si j'étais descendu avec tous ces gens. Alors je trouve que c'est une histoire absolument magique, de gentillesse, de tact. J'en ai marre, hein. Marre. Ah, on tient le bon bout. Toi, il t'a pas vu, suis-le. Non, je veux pas être mêlé à tes manigances. Je n'irai pas. Mets-toi ça autour du cou, t'auras l'air d'un touriste américain. Allez, file, vite. C'est pas rien. Un des assistants de Gérard était très tatillon sur les horaires, faisait venir les gens très tôt. Bon.
les acteurs hurlaient parce qu'on les faisait venir à 9h du matin, ils tournaient généralement à 2h30 de l'après-midi. Donc ils s'emmerdaient pendant 5 heures dans une loge. On va refaire l'attaque du train postal. On va le faire encore mieux parce qu'il n'y aura aucune trace et on ne sera que 2. Jean-Paul était quand même méga star donc, déjà à l'époque et ça l'excédait ces histoires d'attente. Et puis un beau jour, il me dit je suis convoqué demain et c'était à la gare de l'Est. Tournage à la gare de l'Est. Et il me dit demain il faut vraiment que je vienne à 9h. Ça m'arrange pas du tout parce qu'il me dit alors je lui dis mais écoute franchement j'arrivais on avait fait un petit repérage la veille au soir et j'avais vu Tirard expliquer bon alors un projecteur au bout du quai 3, un projecteur au bout du quai 4, un projecteur ici, 3 projecteurs, on va en mettre 2 là-haut, 7 ici, 28 là. Bon, enfin donc c'était déjà un truc, je me suis dit très bien on tourne pas avant 6h l'après-midi, c'est tranquille. Donc je lui dis t'en fais pas, j'ai dit déjeune tôt, déjeune pas trop tard, mais tu viens vers 1h, 1h30. À mon avis, 1h30, c'est cool. Il me dit, merci, t'es gentil. Et bon, j'arrive le matin, aucun problème, j'avais pas la moindre angoisse. Il n'y a que moi qui sais qu'il vient un truc, et tout le monde pense qu'il vient à 9h. Et comme je suis en charge des acteurs, c'est moi qui dois venir prévenir s'il est en retard. Donc tout le monde s'en fout, tout le monde travaille. Bon. Le maquilleur s'en fout aussi puisqu'il est toujours au courant de la combine. Donc en réalité, personne ne risque rien. Et je vois sortir les projecteurs, etc. Et, tout. Et puis tout à coup, un événement se produit inattendu. Un train part, un deuxième train part, le quai devient sublime, le petit Jésus ouvre les nuages, comme ça, et un soleil resplendissant arrive, la gare d'une beauté fracassante, parce qu'il est tôt et que ça fait comme ça un éclairage. Et Tirard fait « Arrêtez tous les enfants, on peut tourner ». Pardon. Pardon. Alors, je dis « Va chercher Jean-Paul ». Jean-Paul est chez lui. Hein. Bon. Alors, je dis « Putain ». Donc, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. Hein. Donc, je pars comme un fou. Mais j'étais dans tous les étages, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je me rentre dans une cabine téléphonique. J'appelle Jean-Paul, je dis « Jean-Paul ». Écoute, il devait être, je sais pas, il devait être 11h30. Je lui dis « Jean-Paul, ils t'attendent, ils sont prêts ». Il me dit « Pardon, comment ça se fait ?» Il me dit « Pourquoi ils sont prêts ?» Mais je lui dis « Ils sont prêts, c'est un miracle, c'est incompréhensible ». Je lui dis « Sois gentil, sauve-moi la mise, saute dans ta voiture et viens tout de suite ». Alors, bon, il est arrivé avec 1h30 de retard sur cette convocation-là. Donc, il y avait... Alors, le producteur est arrivé, mon papa, le directeur de production qui était au-dessus du directeur de production, tout le monde était là. Je crois même que le producteur américain était à Paris, tout le monde est arrivé en disant « Mais c'est insensé, comment ça se fait que Jean-Paul n'est pas là ?» Et on voit arriver la Ferrari qui arrive avec M. Belmondo qui descend. Et là, je me suis dit « Je suis viré ». Parce que 98% des acteurs auraient dit mais on m'a dit de venir qu'à 12h30. Et on aurait dit qui t'a dit ça, et on aurait retourné. Je crois que je n'aurais pas été assez gris pour rentrer dans le mur, donc on aurait dit c'est lui, donc j'ai été viré. Bon. Et je veux dire qu'il a été incroyable, vraiment, c'est un homme avec des couilles, quoi, parce qu'il est arrivé et il a fait qu'est-ce qu'il y a? Alors tout le monde a fait mais Jean-Paul, tu étais convoqué à 9h10, etc. Et tout. Alors il a dit « Ah oui, c'est vrai, oui. Mais voilà, tous les jours j'attends. Alors aujourd'hui, c'est vous qu'attendez. » Et tout ce petit monde, Gérard Houry, mon papa, tout le monde a fait « Mais écoute Jean-Paul, mais bien sûr. Bon, ben écoute, enfin, dépêche-toi, hein, s'il te plaît. » Il fait « Ouais. » Bon, il est parti dans un truc, il a pris tout son temps, et il est arrivé. Donc vraiment, c'est une méga star, et c'est un homme vraiment formidable, parce que je pense que la plupart des gens seraient déballonnés. Mademoiselle! N'ayez pas peur, il est plus là. Mais où est-il? Je l'ai fait tomber dans un trou, mais il va en sortir. Montez vite. Mademoiselle! Don't panic, he's not here. Where is he? I've dropped him in a hole, but he'll get out of it. Get in quick. J'ai tourné 2 films, un film français qui comporte 1250 plans, dont certainement 1000 de très difficiles, ce qui explique déjà, dans une certaine mesure,
le prix d'Orient du film, mais ça on en reparlera, et un deuxième film en anglais, en langue anglaise, qui comporte également le même nombre de plans, et qui existe à l'heure actuelle et que je suis en train de terminer. Et je pars dans quelques jours en Amérique, au studio Paramount à Hollywood, finir la version américaine de ce film qui, je l'espère, aura une vocation internationale et particulièrement américaine importante, ouvrant ainsi de nouveaux horizons, effectivement, au cinéma français. On assurait d'abord la version française, et puis une fois que la version française, qu'il y avait 2 ou 3 ou 4 bonnes prises en version française, on passait à la version anglaise, et parfois la version anglaise donnait une nouvelle idée qui fait qu'on repassait en version française pour récupérer ce qu'on avait eu en version anglaise. Enfin, donc ça pouvait durer un certain temps. Belmondo, il avait un très gros accent qu'il n'essaie pas d'ailleurs d'améliorer. Hein, parce que je me souviens de certaines répliques qu'on répétait parce que c'était très très drôle de la façon dont il disait. Il y avait entre autres Do you know what I think? I think they think the brain is you. Tu veux mon avis? Oui. C'est toi qui prennes pour le cerveau. Le monteur principal montait la version française. Il y avait une monteuse qui montait les plans anglais en parallèle. Et bon, on regardait les deux versions. Quand je dis on, bien sûr, le réalisateur, le chef monteur principal regardait les deux versions. Et si des fois il y avait une idée qui était bien dans la version anglaise, finalement elle était répercutée sur la française. Et donc les deux montages se sont faits en parallèle pendant le tournage. Et à la fin, bon, sauf les scènes d'action qui ont été utilisées, les mêmes dans les deux versions, mais sinon il y a eu deux montages tout le temps. Une fois que le choix du montage était vraiment défini, le monteur, la monteuse de la version anglaise se rapprochait le plus possible de ce qui était fait au montage de la version française. Il y avait foule pour voir Gérard Houry diriger les prises de vue du cerveau. 1500 figurants, l'American Legion, un bataillon de majorettes et la reproduction de la Statue de la Liberté de l'Île des Cygnes de Paris, rien ne manquait au port du Havre pour prendre l'allure d'un studio de cinéma. Les scènes les plus difficiles ont été particulièrement sur le port du Havre. D'abord parce qu'il y avait 1000 figurants. Et vraiment 1000 figurants, c'est énorme, quoi. il faut les gérer. Et il y avait un autre problème, c'est que le franc s'était hacké pour un temps relativement limité, puisqu'après, il devait repartir pour New York. Et là-dessus, évidemment, il y a eu la pluie qui est tombée plusieurs jours d'affilée. Ce qui fait que c'était une véritable catastrophe, ça coûtait une véritable fortune, et on tournait quelquefois 2 plans dans la journée entre les gouttes, quoi. Tel point d'ailleurs que je crois à un moment donné où Alain Poiret était particulièrement inquiet et faisait part de son inquiétude à Blue Dawn de la Paramount. Blue Dawn lui a proposé de racheter la Gaumont. Simplement, comme ça, il a sorti son carnet de chèques. Si vous voulez, je vous rachète, je rachète la Gaumont, ça ne lui posait aucun problème. Donc c'était une anecdote qui nous a fait quand même assez rigoler. C'était l'enfer. Hein, c'était surtout l'enfer pour nous, parce que 15 000 figurants, vous savez, vous leur donnez des petits cartons rouges, alors il y a ceux qui ont le carton jaune, alors le carton rouge, le carton rouge, c'est par période de sang, c'est un enfer. Il y a d'ailleurs cette réplique absolument qui est devenue une réplique presque historique dans la famille, où il était donc au Havre avec des milliers de figurants, la Statue de la Liberté qu'on montait sur un câble, le bateau qui était là, Belmondo accroché lui-même, puisqu'il aimait faire ses cascades lui-même. Alain Poiret était venu voir mon père sur le tournage, et après avoir tourné cette scène, mon père lui a dit « c'est fou ce que je m'amuse ». Et Alain Poiret lui a répondu eh bien, tu as des amusements coûteux. Le réalisateur de la deuxième équipe, lui, est parti en avion pour assurer, au moment de l'arrivée du paquebot France dans la rade de New York, des prises de vue en hélicoptère. Donc, dans un premier temps, pendant 4 jours, on a fait la traversée Paris, Le Havre-New York, sans avoir strictement rien à faire. On était 4 jours de vacances. Et puis, le dernier jour, on arrive dans la rade de New York. Arrivait dans la rade de New York, normalement, vers 6 h du matin. On est le 12 août, à peu près. Donc, tout le monde sur le pont
à partir de 4 heures du matin, les doublures sont habillées, les caméras sont préparées, on positionne tout le monde. Il y a disons, une liaison qui peut se faire avec l'hélicoptère du réalisateur de la deuxième équipe. On arrive dans la rade de New York, on a une flopée d'hélicoptères autour de nous parce que l'événement fait que brusquement plein de télévisions ont sorti leur hélico pour filmer le France avec la Statue de la Liberté face à la vraie Statue de la Liberté. Sauf que 12 août, 6 heures du matin, brouillard à couper au couteau, nous n'avons jamais vu la véritable Statue de la Liberté. Et on arrive à quai sans avoir tourné 1 mètre de pellicule. On se retrouve 12 août à New York, dire comment on va faire. Et là, le paquebot repartait 5 jours plus tard. Et donc la production décide de tourner les prises de vue manquantes 5 jours plus tard, quand le paquebot va repartir pour Paris, pour Le Havre, et voilà, de tourner, puisqu'en fait, on ne se rend pas compte, vu l'allure très lente du paquebot, s'il avance ou circule. Donc en fait, on est resté 5 jours en vacances à New York. Donc on peut dire qu'on a tourné 3 plans ou 4 plans, magnifiques sans doute, mais qui ont duré 9 jours et qui ont été 4 jours de croisière sur le France et 5 jours de vacances à New York. C'est pas mal. Après des retards et des complications, après 30 semaines de prise de vue, le tournage s'achève enfin. David Niven, à la fin, le dernier jour, quand il a fini de tourner, il a offert à toutes les femmes qui travaillaient sur le film un carré de chez Dior. Donc moi, stagiaire, j'ai eu mon carré de chez Dior et je peux vous dire que j'ai cru que ça allait toujours être comme ça sur les films, qu'on aurait des cadeaux des vedettes, et je crois que c'est le dernier. C'était le premier et le dernier. Ça a représenté 2 années complètes, années complètes de travail, c'est-à-dire 1 an d'écriture du sujet, environ 5 mois de préparation, 5 mois et demi de tournage et les travaux de finition eux-mêmes. C'est-à-dire un très long temps de travail pour 1h53 de spectacle. Tout n'est pas terminé pour autant. Le montage commencé durant le tournage se prolonge, avec au passage de bonnes idées qui doivent être abandonnées. Comme c'était des plans qui avaient été tournés pendant le défilé du 14 juillet, le monteur a eu l'idée de monter ça sur le All You Need Is Love des Beatles. Ce qui était splendide, ce qui était formidable. Et je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je pense qu'on a essayé de demander les droits, on les a pas eus, donc on a eu recours à un autre groupe. Et bien sûr, il y a toujours une petite déception dans ces cas-là, les pauvres. Ils passaient derrière à quelque chose. Mais c'était formidable avec les Beatles, c'était très très bien. Hein. Le Cerveau sort sur les écrans français le 7 mars 1969. Le succès est immédiat. 5 575 000 entrées. Premier film français au box-office de l'année. Maintenant, Le Cerveau va sortir aux États-Unis, n'est-ce pas? Et il va, je l'espère, avoir une vocation américaine dans sa version anglaise. Si nous parvenons avec un film français sortant dans un large circuit de distribution comme celui de la Paramount américaine, c'est-à-dire dans tous les États-Unis, les drive-in, enfin partout. Si nous parvenons à ouvrir ce chemin au cinéma français et à avoir un certain succès là-bas, je crois qu'il arrivera au cinéma français aux États-Unis ce qu'il est arrivé au cinéma américain en France. Le film est donc sorti en Amérique en anglais, ce qui était quand même aussi une grande première. Il a été projeté au Radio City Music Hall. J'ai des photos de ce Radio City Music Hall, où je crois que mon père en a dans les archives, parce qu'avec The Brain, écrit en grosses lettres avec les Rockets, les fameuses danseuses. Donc c'était pour nous un endroit complètement mythique, et d'avoir un de nos films qui passait là, ça a été encore une fois quelque chose de presque surréaliste. Hélas, Paramount est en pleine restructuration, cherchant sa voie entre la distribution de films étrangers, le soutien des films d'auteur et le financement de superproductions. En l'an 1969, sa préoccupation première se nomme La Kermesse de l'Ouest, western musical dispendieux qui sera un four terrible. Le Cerveau, dans son coin, est amputé de 13 minutes, distribué à la sauvette dans les grandes villes, et fatalement échouera à ouvrir cette brèche dont rêvait Gérard Houry.
J'adore ce film parce que c'est un cinéma de Cécile B. DeMille qui n'existera plus, que les petits jeunes metteurs en scène sachent qu'ils n'auront plus jamais ça, voilà. C'est foutu, c'est râpé les gars. Et puis le film est très enfantin. Et ça, je trouve que c'est une qualité formidable parce que mon père a osé faire des choses, justement, c'est pour ça que ces films se revoient et se voient et par toutes les nouvelles générations, qui touchent les enfants, parce qu'il y a la panthère, il y a l'aquarium, il y a le train, il y a le dessin animé, il y a le bateau, il y a la Statue de la Liberté. Enfin, c'est un grand spectacle, c'est vraiment un grand spectacle. Et ça, c'est ce qu'il a voulu, et je crois que c'est aussi la grande qualité du film. C'est le seul cinéaste que je connaisse qui sache que le bon chemin du rire, c'est la tendresse. It appears that the key figure of the Glasgow-London train robbery is a man who derives his exceptional intelligence from an unusually large cerebrum. As a result, the weight of his head is too great for the structure of his neck. Ça, c'est une invention qui nous a beaucoup amusés. On n'a pas vérifié ça scientifiquement parce que je pense que tous les chercheurs nous auraient envoyé bouler. Et donc ça, ce sont des libertés merveilleuses qu'on peut prendre quand on écrit une comédie. Contrairement à une idée fortement répandue chez les hydrocéphales et les pachydermes, le poids du cerveau n'a aucun rapport avec l'intelligence. On peut avoir une grosse tête et une masse cervicale inférieure à la moyenne. C'est Louis le cerveau, regardez sa tête! La moyenne est de 1325 grammes chez l'homme et de seulement 1144 grammes chez la femme. Afin de consoler les représentants du sexe faible, rappelons que le poids du cerveau d'Einstein était de 10% inférieur à la moyenne, mais il devait être mieux rempli. Ça fait 750 000 $. Vous fichez de moi! Quant au poids du cerveau de l'éléphant, il est 4 fois supérieur à celui de l'homme. De là à imaginer un éléphant prix Nobel de physique, il y a un fossé que même un cornec n'oserait faire franchir à sa monture. Tout ceci pour dire qu'un individu dont le cerveau se baladerait dans la boîte crânienne jusqu'à faire dangereusement pencher sa tête n'est pas forcément un génie, mais quelqu'un qui ferait mieux d'aller consulter un spécialiste au plus vite. L'OTAN, tu connais? Non, qui c'est? C'est là. Et alors? Et alors, l'OTAN déménage. Il y a eu le déménagement de l'OTAN, il y a eu en effet cette grande décision politique finalement du général de Gaulle. Enfin, alors là, effectivement, je ne suis pas historienne, mais à l'époque, je savais ça très bien, on aurait dû en parler à ce moment-là. Mais il y a eu ce déménagement de l'OTAN dont on s'est servi pour justement ancrer le film dans l'actualité de l'époque et pour donner l'urgence. L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, fut créée en 1949 et regroupait grosso modo les alliés de la Seconde Guerre mondiale. Son siège fut installé à Paris. Jusque-là, rien à redire. Pourtant, dès son élection à la présidence en 1958, le général de Gaulle émit des réserves face au comportement des États-Unis. Et oui, déjà. Rien ne peut faire qu'un traité soit valable intégralement quand son objet s'est modifié. Et rien ne peut faire qu'une alliance reste telle qu'elle quand on changeait les conditions qui étaient celles dans lesquelles elle avait été conclue. N'y tenant plus, le 7 mars 1966, il annonça officiellement le retrait de la France de l'OTAN. Dans la foulée, il demanda à cette organisation de plier bagages, ce qu'elle fit en décembre 1966, direction Bruxelles.
Le nouveau siège ne fut inauguré que le 16 octobre 1967. Durant cette période, privée de siège, l'OTAN dut rester debout ou couché quand personne ne la regardait. Bien entendu, ce déménagement fit grand bruit, les militaires n'ayant pas pour habitude de faire dans le feutré. Mais, contrairement au film de Gérard Haury, l'essentiel se fit par camion. De plus, il n'y eut aucun transport de fonds, l'OTAN ne disposant pas d'argent liquide dans ses bureaux, sauf de la menue monnaie pour payer sandwichs, bonbons et chocolat glacé. Pas de quoi justifier la mise en place d'un CAS, ou alors organisé par des enfants et encore en bas âge. Nous l'avons reconstruite, elle a été fabriquée en Italie, parce qu'il y a en Italie des ateliers tout à fait conformes pour faire une statue de la liberté en polyester. Elle mesure 13,50 m de haut, alors que celle-là est un tout petit peu plus petite, elle pèse 2 tonnes. Il était une fois une charmante demoiselle construite spécialement pour un film. Elle voyagea dès son plus jeune âge. Expédiée au Havre, où elle fut filmée sous tous les angles, elle eut droit ensuite à un traitement de VIP sur le paquebot France qui l'emmena en Amérique. Là, la frêle enfant y salua sa grande sœur, qui en perdit la tête. De retour dans sa mère patrie, la Miss espéra couler des jours tranquilles. C'était compté sans le zèle des douaniers. Peu sensibles à ses charmes et à sa flamme en polyester, ils l'enfermèrent dans leurs locaux de Saint-Maurice. Là, tandis qu'à l'intérieur, telle Marie-Antoinette, la statue se posait des questions sur son avenir, à l'extérieur, on s'organisait pour arracher sa liberté qu'elle représentait si bien. Il fallait lui trouver une terre d'accueil. Ce fut la charmante commune de Barentin, Seine-Maritime. Après moult tractations et monceaux de paperasserie, le 21 août 1969, la statue y fut accueillie en invité d'honneur. Déplacée le 28 septembre 1973 sur un plateau, elle domine désormais la ville. Ceci est une histoire vraie, et si d'aventure vous vous promenez du côté de Barentin, ne manquez pas de saluer cette statue issue du cerveau, en penchant la tête, naturellement. Tous les jours, on passait le pont de Tancarville. Et alors, pour pas avoir... il y avait un espèce de code, on devait passer à... Il y a 2-3 trucs de péage, là, n'est-ce pas? Alors, on devait passer à celui de droite. Et il y avait un mec qui comptabilisait, et on arrivait, on criait « Gaumont !» Bon. Alors le mec faisait « Allez, vite !» Et à la fin, je pense que le directeur de production arrivait, on lui disait « Voilà, il y a 45 petites barres », et puis il raquait. Et alors, on passait tellement tous les jours qu'à la fin du film, je suis parti en vacances à Honfleur, et donc le film était fini depuis longtemps, je suis passé au péage, j'ai gueulé « Gaumont !» Et le mec m'a fait « Ok !» Je suis passé après, j'ai vu une tête, et c'était trop tard, j'étais de l'autre côté. C'était le truc de Pavlov, j'avais essayé le coup de Pavlov pour voir si ça marchait. Fleuron de l'industrie française, le pont de Tancarville a été mis en service le 2 juillet 1959. Sa longueur totale est de 1400 mètres, avec en son cœur ce qui était alors la plus longue travée d'Europe. Sa construction nécessita 3 477 000 heures de travail qui, heureusement, ne furent pas effectuées par un homme seul, sinon il y sera encore. Les pylônes sont hauts de 125 mètres. Si vous parvenez à grimper à leur sommet, ce qui est interdit, vous pourrez voir la mer, ce qui n'est pas bien difficile puisqu'elle est à côté. Avant, pour traverser la Seine, il fallait utiliser un bac. C'était long, peu commode et provoquait le mal de mer chez certains touristes. Remarquez, aujourd'hui, la hauteur du pont provoque des vertiges chez ces mêmes touristes. D'autant que, par grand vent, le pont tangue comme un danseur argentin qui aurait trop forcé sur le saké. Mais c'est normal, les grands ponts ne cassent pas. La preuve, depuis presque 50 ans, le pont de Tancarville dresse sa fière silhouette, tel un phare moderne, résistant aux assauts du temps et des intempéries. Il fallait que ceci soit dit. Il fallait vraiment que la voiture se casse en deux, donc voilà, je crois que c'est Ami Durin qui a fait les effets spéciaux. C'était celui qui avait fabriqué la fameuse de chevaux de la Grande Vadrouille qui explosait en 1000 morceaux, qui avait fabriqué cette déesse qui se pétait en deux au milieu de la route. Et j'étais là ce jour-là et c'était difficile et c'était très amusant de participer à ça. Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on irait tous les deux, hein? Viens. C'est la même chose, exactement le même principe que le socle de la statue, c'est-à-dire
La voiture avait été préalablement coupée en deux, puis assemblée avec des boulons explosifs. Et au moment où il touchait le sol, boum, il faisait exploser ces boulons, ce qui fait que la DS... Les observateurs auront noté un détail troublant. Où est passé le toit de la voiture? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à nous appeler. Le France, c'était le paquebot fleuron, ça représentait la grandeur de la France. C'est ce que De Gaulle avait voulu, et c'était un paquebot absolument magnifique. Le paquebot France était une grande vedette à l'époque. Le bateau star, le bateau moderne. Fleuron de l'industrie française, le paquebot France fut officiellement inauguré le 11 janvier 1962. Sa longueur de 315 mètres le rendait aussi grand que la Tour Eiffel, à condition de le faire tenir debout, ce qui n'était pas facile. Son poids de 14 000 tonnes ne l'empêchait pas de fendre les mers à la vitesse de 31 nœuds. À son apogée, il pouvait accueillir 2044 passagers qui s'égayaient dans les dizaines de kilomètres de coursive. Sachant que le France comptait plus de 1000 membres d'équipage, calculez les tonnes de nourriture qu'il fallait embarquer à chaque voyage. Mais ce qui faisait la renommée de ce navire était son luxe, son apparat, son clinquant. Spécialiste des grandes traversées transatlantiques, le paquebot France vient d'effectuer la plus courte liaison de sa carrière en reliant Cannes à Monte-Carlo. Le France a inauguré en effet sa croisière méditerranéenne de printemps en rendant visite à Monaco à l'occasion du centenaire de la Principauté. Accueilli à bord par le secrétaire d'État à la marine marchande et le président de la Transat, le prince Régnier et la princesse Grace ont manifesté le regret de ne pouvoir se joindre aux passagers en partance pour Alexandrie, Beyrouth, le Pirée et autres lieux. J'étais assez étonné par la décoration du paquebot, qui était vraiment, en fait, ça s'appelait le France, mais c'était un paquebot à l'intérieur, c'était vraiment complètement fait pour les Américains. La décoration était à l'américaine, les colonnes en forme de palmier doré, enfin des trucs très kitsch aujourd'hui, mais qui devaient beaucoup plaire aux Américains richissimes de l'époque. Ça paraît complètement insensé de parler de ça aujourd'hui, parce que tout ça maintenant, effectivement, est à l'abandon. Michel Sardou a écrit une chanson pour lui dire adieu. Mais à l'époque, le paquebot France était en pleine forme, et en effet, la plupart des gens qui partaient en Amérique en bateau partaient là-dessus. J'ai moi-même fait le voyage une fois, et c'était absolument magnifique. Pourtant, le France ne vécut que 17 ans, puisqu'il fut vendu en juin 1979 pour être exploité sous un autre nom. La preuve que le bon goût ne dure qu'un temps, mais que les films Gaumont durent longtemps. Or donc, le train transportant les fonds de l'OTAN quitte Paris pour rejoindre Bruxelles. En ces années antérieures au TGV, la route la plus directe pour rallier les deux capitales passait par Cambrai, avec un franchissement de la frontière non loin de Valenciennes. L'attaque a d'ailleurs lieu entre Saint-Quentin et Cambrai, deux villes distantes de 40 km. D'après les panneaux, on est en mesure de préciser qu'elle a pour cadre la campagne du côté de Bertincourt. Tout cela est parfaitement normal, si tant est qu'il soit normal que la SNCF laisse attaquer ses trains. Ce qui est moins normal est l'idée saugrenue du colonel Matthews de déguiser ses sbires en pompiers de Poix. Car la commune de Poix, en Picardie, est distante de 125 km à l'ouest de Bertincourt. Pourquoi les soldats du feu de Poix interviendraient-ils près de Cambrai? Et pourquoi ne pas y amener le gendarme de Saint-Tropez et le flic de Beverly Hills pendant qu'on y est? Pourquoi? Parce que Poix possède l'avantage de ne se trouver qu'à 150 km du Havre, où se termine l'action du cerveau. Et cette relativement courte distance permet de justifier la course des deux héros. Comme quoi, pour faire entrer une histoire dans une logique, il est parfois nécessaire de tordre le cou à la géographie.